Guillaume, on va passer à la prochaine étoile montante, Joanne Pelletier, qui était à l'Université de Montréal. Bonjour tout le monde. Je suis contente d'être parmi vous aujourd'hui. Mon nom est Joanne Pelletier. Je suis une nouvelle professeure adjointe au département de géographie à l'Université de Montréal. J'ai commencé il y a 1 an, puis c'est ça, j'enseigne la télédétection. Puis aujourd'hui, je viens de vous parler un peu de mon parcours, mes intérêts de recherche, sur quoi je vais travailler dans mon laboratoire. Donc, juste pour vous faire un survol de mon parcours. Donc, moi, j'ai commencé mon parcours en travaillant sur la déforestation dans les tropiques. Puis, en fait, j'ai évolué au niveau de la dynamique territoriale qui est ressortie comme vraiment plus importante que seulement la déforestation. On est conscient que la déforestation dans les tropiques, c'est important parce que les forêts tropicales sont un stock de carbone vraiment important. Puis, au niveau de la diversité biologique, c'est très important de les conserver, mais il faut vraiment, quand même, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est d'avoir le besoin d'avoir cette perspective-là à plus large échelle et des dynamiques d'utilisation des terres. Donc, aussi, une évolution dans mon parcours, ça a été vraiment d'aller de plus en plus vers des approches qu'on peut considérer comme plus rigoureuses. Donc, j'ai toujours été intéressée par des approches interdisciplinaires, mais donc, dans mon travail, maintenant, je combine beaucoup la télédétection, l'IA, puis des méthodes d'inférence causale que je suis allée chercher de la science économique. Donc, moi, j'ai commencé mon doctorat à l'Université McGill au Smithsonian Tropical Research Institute au Panama avec Catherine Potvin. J'ai travaillé sur des enjeux surtout méthodologiques pour une partie de ma thèse. Donc, c'était vraiment dans le contexte des négociations pour la RED, puis pour réduire les émissions de la déforestation, de la dégradation forestière dans les pays en développement. Puis, donc, il y avait ce besoin de travailler sur les incertitudes. Puis, donc, moi, une autre partie de ma thèse s'est faite sur vraiment les priorités du gouvernement en termes de recherche pour réduire la déforestation dans le pays. Puis, la priorité, c'était quand même de travailler dans leur système national d'aires protégées qui couvre 30% du territoire. Donc, ce que j'ai fait, j'étais allée dans l'aire protégée où il y avait le plus de déforestation. Puis, on est allé faire des inventaires. J'ai utilisé une série temporelle d'images satellites. On est allé voir dans des sites qui avaient été déforestés, puis voir c'est quoi qui se passait avec ces sites-là, du passé jusqu'au présent. Donc, tous les points rouges, c'est où on est allé faire des inventaires. Puis, dans le fond, au bout du compte, il y avait très peu... L'effet était quand même transitoire sur les stocks de carbone. Et puis, ce qu'on se rendait compte, c'est qu'en fait, même si on réduisait 100% la déforestation dans les aires protégées, ça n'allait pas vraiment faire un impact majeur sur la déforestation au Panama, parce que la déforestation au Panama se fait dans des territoires qui ne sont pas contrôlés par le gouvernement nécessairement, donc dans les zones frontières. Ensuite, je suis allée aux États-Unis pour faire un postdoc au Woodwell Climate Research Center, qui est un think tank sur l'utilisation des terres, changement climatique. J'ai travaillé sur un projet pilote RED en RDC, République démocratique du Congo. Puis, on a combiné différentes méthodes ici, cartographie participative, comme vous pouvez voir ici, des enquêtes de ménage, puis aussi des analyses de télédétection pour voir la déforestation. Donc, mon rôle, c'était de voir, OK, c'est quoi notre potentiel de réduire la déforestation, puis d'augmenter l'absorption des GES dans le projet. Puis ça, c'est un projet quand même d'environ 3 millions de dollars, donc quand même un investissement important. Puis, ce qu'on se rendait compte, c'était, dans le fond, il n'y avait pas de déforestation. Surtout sur le 12 ans, il y avait à peu près 40 hectares de déforestation, ce qui est quand même pas très gros comparé à ce qui se passe dans l'ensemble de la RDC. Donc,
c'est un projet qui était quand même assez mal ciblé. Donc, autant au Panama qu'en RDC, je me rendais compte qu'il y avait des problèmes dans les connaissances, comment mieux cibler les projets, puis c'était quoi leur potentiel de vraiment générer une réduction de la déforestation. Donc, c'est ça. Moi, c'est sûr que moi, ça ne me surprend pas qu'on n'ait pas vraiment réussi à réduire la déforestation, parce qu'en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a définitivement un manque de connaissances là, pas nécessairement dans les moteurs de déforestation, mais dans ce qu'on peut faire pour résoudre ou trouver des solutions face à ces moteurs de déforestation-là. Donc, ce qui m'a intéressé beaucoup, c'était voir les études en sciences économiques, parce qu'il semblait vraiment toucher des problèmes critiques là, par rapport à ce qui est possible de faire pour résoudre ce problème-là. Donc, j'ai eu une bourse postdoctorale, puis je suis allée à l'Université Cornell travailler avec des économistes de développement et d'agriculture. Donc, à Cornell, j'ai travaillé en Zambie sur le problème d'intensification agricole puis de déboisement. Donc, l'agriculture, c'est un problème qui est majeur, là. C'est la première cause, premier moteur de déforestation dans les tropiques. Donc, on a regardé 2 hypothèses. Donc, il y a des théories diverses. Donc, une première hypothèse qu'on a regardée, c'est par rapport à l'hypothèse de Borlaug. Donc, si on augmente les rendements agricoles chez les fermiers, est-ce que ça augmente la déforestation ou ça la réduit? Donc, l'hypothèse de Borlaug nous dit qu'une augmentation des rendements va diminuer le prix du grain et donc va réduire l'incitatif au déboisement. Tandis qu'on a aussi le paradoxe de Jevons, comme on connaît. Donc, c'est dans le fond que l'augmentation des rendements augmente les revenus et donc augmente les incitatifs au déboisement. Donc, c'est un problème théorique qu'on ne peut pas résoudre. Donc, on a besoin d'études empiriques pour aller voir ça. Donc, en Zambie, j'ai fait l'étude, en fait, on a travaillé sur l'étude la plus désagrégée au niveau spatial, donc à la plus fine échelle pour regarder la relation entre les subventions gouvernementales pour de l'accès aux semences améliorées, puis aux fertilisants, puis la perte forestière. Donc, cette étude-là a permis de voir c'est quoi cette relation-là entre l'augmentation, dans le fond, des rendements, puis l'incitatif au déboisement. Puis, on a pu voir chez les petits producteurs fermiers de maïs en Zambie qu'il y avait une très forte corrélation, assez cohérente, entre l'utilisation de semences améliorées puis une réduction de la perte forestière. Donc, on a même vu que avec des scénarios, on a pu quantifier que si les fermiers pouvaient appliquer des taux recommandés au niveau agricole, donc des taux d'application au niveau fertilisant, semences améliorées, qu'on pourrait réduire davantage la déforestation. Mais un autre constat, c'était aussi que c'était une étude corrélative, donc on aurait pu manquer des facteurs pour lesquels on était un peu aveugle. Donc, le besoin d'aller plus loin, au-delà, avec des approches plus rigoureuses, et donc, les économistes proposent beaucoup les méthodes d'inférence causale là, pour aller au-delà dans l'évaluation de politique. Donc, c'est vers cette tendance-là que j'ai eu beaucoup d'intérêt à avancer à ce niveau-là, mais aussi dans la réalité des GES. Donc, les gaz à effet de serre augmentent chaque année à cause surtout de la combustion des combustibles fossiles. Donc, la part de la source des émissions qui provient de la déforestation, cette partie-là, elle diminue parce qu'on continue à augmenter toujours les émissions qui viennent de la combustion des combustibles fossiles. Donc, ce que je me suis rendu compte, dans le fond, c'est si on voulait vraiment avoir un impact, il fallait travailler avec une perspective territoriale, donc qui a aussi la vision agricole de l'utilisation des terres
pour pouvoir vraiment avoir un rôle plus important au niveau de la lutte au changement climatique. Donc, ensuite, j'ai commencé à travailler pour le Consultative Group on International Agricultural Research, le CGIAR. Pour ce travail-là, mon travail, c'était vraiment d'intégrer les données d'observation de la Terre pour des études d'impact. Donc, on appelle cette nouvelle, c'est un domaine qui est à la frontière quand même, qui combine la télédétection et puis l'évaluation d'impact, qui est vraiment, dans le fond, qui provient du champ de la science économique. Et puis, pour vraiment aller évaluer des programmes, des innovations, des politiques à l'échelle du territoire pour voir, dans le fond, pour pouvoir voir si ces politiques-là fonctionnent ou pas. Donc, on a travaillé sur un programme du gouvernement d'Éthiopie qui vise à, dans le fond, fournir des semences améliorées aux petits producteurs de maïs, puis pour augmenter les rendements. Donc, on a cartographié sur une période de 10 ans le maïs et les rendements de maïs. Puis, on est allé utiliser des méthodes d'inférence causale dont je vous parlais. Donc, une des méthodes quasi expérimentale qui est une différence dans les différences. Donc, on va comparer avant l'avènement d'un programme, puis on va comparer des contrôles, puis après l'intervention, toujours en utilisant des contrôles. Puis ce qu'on a pu trouver au niveau du programme, c'est un effet positif et significatif du programme sur les rendements agricoles chez les petits fermiers, qui, je rappelle, ces rendements-là ont un lien direct avec l'expansion de la déforestation. Donc, moi, dans mon laboratoire, ce que je veux faire, c'est vraiment utiliser ces méthodes-là dont je vous ai parlé, qui sont plus rigoureuses, qui combinent la télédétection pour vraiment faire le suivi de l'adoption et des impacts des solutions climatiques fondées sur la nature. Donc, en utilisant la télédétection, qui est un outil parfait pour avoir cette vision globale au niveau du territoire, puis d'utiliser ces méthodes d'inférence causale pour vraiment mesurer c'est quoi les impacts de cette adoption-là. Donc, on peut cartographier l'adoption pour étudier les leviers ou les barrières à l'adoption, puis on peut aussi mesurer l'impact que cette adoption a. Donc, par exemple, ici, je montre la déforestation dans une aire protégée qui est causée par la production de charbon de bois en Zambie. Donc, ça, c'est il y a plusieurs programmes qui sont en œuvre pour réduire l'impact. Puis, moi, je suis intéressée à continuer à l'étudier. J'ai aussi des programmes que je commence, un projet au Burkina Faso. Puis, je suis intéressée aussi de travailler au Québec. Il y a définitivement, on parle beaucoup des solutions climatiques fondées sur la nature. Donc, moi, je suis intéressée d'avoir cette perspective-là territoriale qui regarde au niveau agricole et forestier. Puis, juste pour souligner que ces interactions-là sont aussi présentes là, ici au Québec, comme je voyais dans le mois dernier, le lien entre le déboisement des terres agricoles, qui est quand même un choix de société, puis ça devrait quand même nous concerner. Donc, autant des approches qu'on peut développer dans le niveau agricole peut avoir des impacts sur la lutte au changement climatique. Donc, je vous remercie beaucoup. Puis, plaisir de vous parler prochainement. Merci, Joanne.